Sous vos applaudissements à cette tribune, Marie-Christine Gauche, représentante de la Chambre nationale des défis de justice de Belgique, et je vous souhaite d'excellents travaux. Et de l'intérêt que vous portez à ce qui se passe un petit peu dans notre petit royaume. Malheureusement, je dois bien vous avouer qu'il n'existe pas de miracle belge. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. L'image de la profession n'est pas plus flatteuse en Belgique qu'elle ne peut l'être en France. Les films Les Trois Frères ou Ma liberté de penser de Florent Pagny ont largement dépassé les frontières de votre hexagone, sont venus jusque chez nous. Et donc en Belgique, nous sommes caricaturés comme étant tous des hommes, petits, aigris, frustrés, qui prenons malin plaisir à expulser. Personnellement, je ne me reconnais pas trop dans cette définition, je ne pense pas que vous non plus. Dans ces stéréotypes, il y a également le fait que, nous coûtons très cher évidemment, nos actes ont des coûts prohibitifs, mais c'est normal, il faut bien tous payer nos grosses voitures. Ça, évidemment. Pour tenter de lutter un petit peu contre ces préjugés, évidemment, la profession a tenté de s'organiser. En 2014, nous avons procédé à une refonte de nos statuts pour tenter d'éclaircir un petit peu toutes les missions que l'huissier doit accomplir. On travaille également sur une refonte de notre code de déontologie. Alors, vous parliez tout à l'heure de publicité. Ça fait notamment partie des points sur lesquels nous sommes en train de travailler, parce que majoritairement, chez nous, la profession est totalement opposée à une publicité individuelle. Je parle de chacune des études. Je ne parle pas d'une publicité de la profession sur un plan collectif, mais à titre individuel, on y est plutôt opposé. On essaye de travailler effectivement également sur un renforcement des règles en matière de discipline, histoire qu'on arrête également de nous faire le reproche d'être investi d'une partie de la puissance publique, de se croire au-dessus des lois et de faire tout et n'importe quoi. Alors, en ce qui concerne les problèmes de tarifs, évidemment, c'est vrai que ça coûte cher. En général, ce que les gens omettent de dire, c'est que dans les frais, il y a quand même une grande partie qui revient à l'État, mais ça, en général, personne n'y prête fort attention. Et on n'a pas voulu être mis devant le fait accompli. On a cherché à proposer des solutions et des propositions au ministre. Et parmi ces propositions, il y a le recouvrement des créances incontestées. Alors, ça rejoint un peu l'idée que vous cherchez à développer de la facture exécutoire, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est une procédure qui se place dans le cadre du B2B, donc entre commerçants obligatoirement. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte chez nous que 30% des faillites, c'est quand même énorme, étaient dues à des problèmes de défaut de paiement, retard de paiement ou non-paiement total. Donc évidemment, on s'est dit qu'il y avait là un créneau dans lequel nous pouvions rentrer en tentant de proposer une proposition de recouvrement qui soit plus rapide et moins onéreuse. Et alors tout de suite, quand on dit moins onéreux, alors là, le ministre est fou de joie. Ça, il est à l'économie pour tout, je pense un petit peu comme chez vous. Donc évidemment, il a pris la balle au bond. Malheureusement, il n'a pas suivi le projet que nous avions développé dès le départ et certains amendements ont été abortés. Et donc, pour pouvoir utiliser cette procédure, il faut que l'on se trouve dans le cadre d'activités économiques entre commerçants, dans le cadre de leur activité. Le commerçant qui, pour faire plaisir à madame, va acheter un nouveau matelas chez Plumard, voilà, ça ne marchera pas. Dans ce cas-là, on restera sur le coup de la citation classique, mais dans le cadre de ces activités, sur base de facture, mais pas uniquement en facture. Cette procédure, elle peut également être appliquée dans un autre cadre, notamment en matière de responsabilité quasi délictuelle, pour autant qu'il y ait un accord entre les parties ou éventuellement une reconnaissance de dette. Mais il est clair que cet aspect-là est quand même plutôt marginal. L'essentiel de la procédure s'applique au recouvrement de factures. Alors, ça s'applique comment ?
Par le biais d'une plateforme informatique, que l'on appelle CROSS chez nous, sur laquelle tout doit être implémenté. Alors, on a un outil formidable en Belgique que je vous souhaite de connaître un jour en France, à savoir le registre national. Toutes les personnes physiques chez nous sont toutes fichées au registre national et toutes les sociétés au registre de la BCE. Et donc, pour pouvoir implémenter cette procédure sur la plateforme, eh bien, on doit d'abord passer par une vérification au registre national et au registre de la BCE obligatoirement. Cette plateforme est assez intéressante et totalement indispensable parce qu'il y a quand même chez nous toujours un contrôle du magistrat. Le législateur n'a pas souhaité que l'huissier soit à la fois celui qui décerne l'exécution, le titre exécutoire, et soit à la fois celui qui exécute, ce qui peut se comprendre. Malheureusement pour nous, le ministre nous a un petit peu vendu ce projet comme un cadeau fait aux huissiers. En fait, cadeau, on nous a fait un bel emballage, c'était bien gentil, mais c'est pas un cadeau, on n'a rien gagné dans l'histoire. On a juste évité de perdre éventuellement des procédures, de voir encore notre tarif raboter davantage, mais nous n'avons véritablement rien gagné. Sauf qu'à présenter les choses comme ça, nous y avons perdu beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce que l'ordre des avocats est monté au créneau. Et l'ordre des avocats est monté au créneau, pourquoi? Parce que dans le cadre de cette procédure, il se fait que, voilà, donc ici je vous montre un petit peu le coût maintenant d'une procédure de recouvrement de créances à contester, je vais y revenir tout de suite. L'ordre des avocats est monté au créneau, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de passage en audience publique. Ça veut dire que les avocats, avec cette procédure, ne touchent plus leur indemnité de procédure. Et tous les accessoires, clauses pénales, indemnités de procédure, les intérêts, sont réduits à 10% du montant principal. Pour vous donner une petite idée, le tout premier dossier CROSS que j'ai eu, il y a près de 2 ans maintenant, le tout premier dossier portait sur une créance de 120 €. Il ne faut pas avoir fait de maths sup pour voir à combien sont réduits les accessoires. Et l'avocat, évidemment, qu'est-ce qu'il se dit? Avec quoi est-ce que je me paye? Parce que si le créancier doit encore débourser pour payer son avocat. Et donc, ils ont réussi à s'imposer dans la procédure. Donc, la procédure doit être donnée à l'huissier par l'intermédiaire d'un avocat obligatoirement. Ils ont tendance à rechigner un peu. C'est probablement le principal frein qui fait que cette procédure se développe. Et se développe bien et elle fonctionne, je vais vous l'expliquer. Mais a tendance à freiner un petit peu, en tout cas dans le sud du pays, non pas parce que nous avons un tempérament latin, contestateur, non, absolument pas. Non, parce que les avocats freinent un peu, uniquement pour une question économique, évidemment. Dans le nord du pays, le tissu social et économique est différent. Il y a des cabinets d'avocats qui ont de beaucoup plus gros contentieux et qui, forcément, dans la masse, s'y retrouvent. Le petit créancier lambda, le petit chauffagiste qui vient trouver son avocat avec 1 ou 2 créances à récupérer, l'avocat pour lui c'est le même travail, que la créance porte sur 100 € ou porte sur 100 000 €, c'est exactement le même travail. Donc c'est peut-être un peu là le seul frein à la procédure. Procédure qu'on aimerait pouvoir généraliser aux consommateurs, mais maintenant avec l'ordre des avocats qui freine des 4 fers, ça retarde un petit peu les choses et ça les complique. Alors, la procédure que nous avons proposée au ministre visait effectivement à faire des économies quant au tarif. Quand vous voyez le coût moyen d'une citation chez nous, pour un montant principal de 100 €, le coût moyen d'une citation était de 243 €, plus ou moins. Bon, là-dedans, évidemment, vous retirez les 21% de TVA, vous retirez les 100 € de mise en rôle, et vous retirez encore les 50 € de droits d'enregistrement qui vont à l'État, et je ne vous parle pas des autres débours qu'on a tous et qu'on connaît tous. Donc voilà. La sommation RCCI ne coûte que 89,39 €. Alors, une fois que nous avons procédé à cette sommation, on laisse un délai d'1 mois au débiteur pour réagir. Si 1 mois après, il n'a pas réagi, on laisse passer 8 jours, et puis alors, on envoie ça via la plateforme, en un clic, et il y a pour toute la Belgique, 43 000 dossiers CROSS jusqu'à présent, je vais vous montrer les statistiques, 2 magistrats, un néerlandophone évidemment, et un francophone, qui sont censés vérifier. Que vérifie-t-il sur 43 000 dossiers en 2 ans? À mon avis, la vérification est assez sommaire et ça va extrêmement vite. Il vérifie si la procédure semble correcte, il décerne l'exécutoire,
Et en 2 jours, on a le titre exécutoire et on peut poursuivre. Donc, en ce qui concerne les statistiques, eh bien voilà, ça vous donne une petite idée. En Flandre, sur l'ensemble des dossiers, et 87% des dossiers sont traités en Flandre et marchent excessivement bien. Pour la Wallonie et Bruxelles, seulement 13%. Donc la raison que je voulais évoquer, c'est essentiellement le fait que les avocats côté francophone freinent. Donc si vous pouvez éviter, vous, cet écueil, franchement, je vous le souhaite. Alors, oui, je dis 43 000, mais c'est même plus que ça, c'est presque 47 000 dossiers. Alors, les taux de réussite, ils sont quand même assez flagrants. C'est-à-dire qu'il y a 13% qui sont régulés soit sur mise en demeure préalable, soit dès la signification. Le débiteur reçoit la signification de sa sommation, il paye. Il y a seulement 1,7% de dossiers qui donnent lieu à contestation, ce qui est quand même extrêmement peu. Il y a 2% de plans qui sont négociés. Donc le débiteur reçoit sa sommation et demande un échelonnement. Donc voilà. Maintenant, là aussi, je vous souhaite également de ne pas tomber dans ce travers. Chez nous, alors que c'est nous qui sommes maîtres de l'exécution, lorsque l'on reçoit une contestation, lorsque l'on reçoit une demande de plan d'appurement, on est obligé de passer la main à l'avocat. Ce qui est totalement absurde. Et là encore, là pour le coup, ils sont les premiers à être embarrassés. Puisque, pas payés, ils ont plus trop envie de s'occuper du dossier. Ça, soyons clairs. Donc voilà, donc en général, dans la pratique que faisons-nous, on cherche à trouver des accords avec eux, on leur transmet parce qu'on doit leur transmettre, parce qu'à chaque fois on clique pour implémenter tout sur la plateforme, donc on doit bien prouver via la plateforme que tout a bien été implémenté et qu'on a bien transmis à l'avocat. Mais en général, on garde la main. En sous-marin, mais on garde la main. C'est un petit peu ridicule, mais c'est comme ça. Alors, donc 2% donnent lieu à des plans de paiement et 28% sont soldés dans le mois. Et donc il y a 56% qui ne sont pas réglés, qui ne sont pas contestés au terme du délai d'1 mois et 8 jours et qui donnent lieu à un procès-verbal de non-contestation qu'on envoie sur la plateforme, le magistrat le rend exécutoire et ensuite on poursuit. Donc globalement, ça veut dire quoi? Que sur 46 883 dossiers, il y en a 42% quand même qui sont réglés dans le mois. 56% qui donnent lieu à une exécution classique et seulement 1,7% qui donnent lieu à contestation. Je pense qu'il n'y a pas photo quant au taux de récupération et à l'efficacité de la procédure. Maintenant, notre législateur n'a pas non plus été très malin dans la mesure où le débiteur peut contester. Il y a un petit formulaire, il peut contester. Mais la loi prévoit tout de même qu'il peut toujours déposer une requête contradictoire au tribunal. Sauf qu'ils ont oublié de mettre un délai. Donc, le débiteur ne réagit pas. Vous obtenez votre titre exécutoire, vous passez à la saisie, vous affichez les placards, et puis vous vous retrouvez la veille de la vente avec un avocat qui vous dit « j'ai bien déposé une requête contradictoire ». Bon, jusqu'à présent, c'est excessivement rare. Vous avez vu, il y a 1,7% de contestation. On a évidemment soulevé le problème. Une loi réparatrice, normalement, devrait voir le jour, on espère, le plus vite possible, avant que les avocats ne s'engouffrent dans la brèche. Donc une loi réparatrice devrait intervenir pour régler ce problème-là. Et ça, c'est quand même quelque chose auquel il faut être vigilant. Il faut laisser des possibilités de recours aux débiteurs, bien évidemment, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de choses auxquelles on doit veiller. Dans le cadre de cette procédure, le premier gardien de la procédure, c'est théoriquement l'avocat. L'avocat qui doit vérifier à ce que la dette ne soit pas prescrite, mais enfin, il appartient quand même toujours à l'huissier de procéder aux vérifications nécessaires. Et il appartient toujours évidemment à l'huissier de procéder aux vérifications nécessaires. Alors, comment faire pour vous arriver à développer une procédure ou peut-être pas celle-là précisément, mais ou une procédure de même type?
C'est effectivement, moi je pense, quelque chose vers lequel il faut impérativement aller parce que comme vous vous rendez compte, effectivement ça fonctionne. Je pense qu'un argument qui a fait mouche auprès du ministre, évidemment, c'était le fait de désengorger les cours tribunaux, plus d'audience. Et ça, évidemment, c'est quelque chose auquel il a été extrêmement sensible, et les magistrats les premiers, à un point tel qu'en Belgique, dans le nord du pays, il y a maintenant un certain nombre de magistrats qui ont pris des décisions, qui ont tendance à faire un petit peu jurisprudence, bien que la Cour de cassation ne partage pas leur avis, mais en disant, avocat, huissier, vous êtes passé par une procédure de citation classique, eh bien je ne suis pas d'accord, et je refuse de taxer les dépens. Et je refuse de taxer les dépens parce que vous avez fait le choix de la procédure la plus onéreuse, alors que vous pouviez utiliser la procédure de recouvrement des créances incontestées. Et donc en Flandre, c'est probablement ça aussi qui pousse beaucoup plus de créanciers à opter pour cette voie-là, parce qu'ils savent que les tribunaux de commerce, évidemment, sont assez réfractaires au fait qu'on continue à utiliser les citations classiques, alors que cette possibilité de recouvrement des créances incontestées existe. Alors ça, évidemment, ajouté au coût réduit de la procédure, qui est évidemment plus intéressant, l'État a quand même fait un effort, puisque plus de frais de mise au rôle, évidemment, puisque plus d'audience, et cette procédure n'est plus enregistrable. L'enregistrement, chez nous, c'est quand même 50 € par an. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, à cet égard-là, l'État a quand même fait un petit effort également. Alors, on souhaiterait évidemment avoir l'opportunité de développer cette procédure dans le cadre du B2C et arriver, pour des factures d'hôpitaux notamment, pour un certain nombre de gros contentieux, à développer ce type de procédure. On y travaille, mais comme je vous l'ai dit, effectivement, le plus gros frein, c'est effectivement l'ordre des avocats. Donc je pense effectivement que si vous avez des arguments à faire valoir auprès de votre chancellerie, c'est le coût de la procédure, la rapidité aussi de la procédure, parce que je ne sais pas dans quel délai chez vous parvenez à obtenir un titre exécutoire. Dans le sud du pays, dans les petits tribunaux, ça va encore relativement vite, les délais sont assez similaires, mais à Bruxelles, il faut parfois 2 ans pour obtenir un jugement. Donc quand on voit ça, évidemment, ça permet de désengorger les cours et tribunaux, de gagner un temps absolument considérable et de faire évidemment une économie. Ça nous permet également de continuer à conserver la mainmise sur la procédure. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument fondamental à une heure où je ne sais pas chez vous, mais chez nous en tout cas, où on nous retire quand même un certain nombre de prérogatives. Notamment en ce qui concerne tout ce qui est récupération, loi sociale, etc. Avant, tout passait par citation. Maintenant, l'État qui s'octroie un super privilège passe par contrainte. Donc nous avons perdu la citation. Les avocats ont encore perdu bien plus que nous, évidemment, puisque l'État ne passe plus par eux. Et c'est ce qui crispe, évidemment, et ce qui crée énormément de tensions. Ça, c'est effectivement un gros souci. Donc ici, je pense que c'est un argument qui est très important à faire valoir, c'est la diminution du coût, c'est la rapidité d'exécution, le désengorgement des tribunaux, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et je pense que vous aurez les magistrats avec vous, parce que 90% des jugements qui sont rendus, et quand je dis 90%, je suis gentille, ce sont tous des jugements par défaut. Les gens ne se présentent même pas. Donc voilà. Avec évidemment, en filigrane derrière ça, le but d'éviter de mettre en péril les entreprises et évidemment pour nous de tenter de conserver un peu de viabilité au niveau de nos entreprises à nous, parce que nous sommes aussi des petites PME, il faut bien reconnaître. Donc voilà. Il y a évidemment beaucoup de choses dont je pourrais vous parler encore qui pourraient être intéressantes. Malheureusement, on a un petit peu pris par le temps, mais si vous avez des questions concernant les procédures et concernant ce que nous pouvons faire en Belgique, la mise en place de certains fichiers, que ce soit le fichier central des avis, que ce soit, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer hier soir avec certains, notamment les difficultés que vous rencontrez, vous, avec vos saisies attributions, alors que chez nous, la saisie arrêt est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Là encore, vous auriez peut-être la possibilité de récupérer les procès-verbaux de répartition, ce qui est une procédure intéressante, juridiquement en tout cas, financièrement aussi, parce que c'est un acte supplémentaire qui pour le moment vous échappe. Moi je suis à votre disposition de toute façon pendant tout le congrès si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie.
plaisir. J'étais venu à Lisbonne, il y avait 80-90 participants, je crois qu'on est pas loin de 150, voire même peut-être un petit peu plus. Donc c'est génial et je pense que c'est une belle preuve que les travaux menés par le syndicat depuis bientôt 3 ans maintenant, enfin plus de 2 ans, portent leurs fruits. Un mot, je vais être bref pour rattraper le retard et 2, de toute façon vous allez vivre ce congrès et vous allez aussi le découvrir tout au long de ces 2 jours. Un mot donc sur le déroulé pédagogique, l'objectif, donc huissier de justice, commissaire de justice, une marque. L'objectif de ces 2 jours, c'est de vous faire réfléchir à qu'est-ce qu'une marque et comment je peux penser ma profession, comment je peux penser mon étude, comment je peux penser mon réseau professionnel comme une marque. Donc vous allez voir, ça va être un exercice que vous avez encore probablement jamais fait, qui par moment va vous bousculer. Et on a créé des ateliers avec Mathieu Houillon et Caroline Cassimo qui se veulent ludiques, mais qui se veulent ludiques aussi pour vous bousculer plus facilement et vous faire réfléchir de façon accélérée à ce qu'est une marque pour vos études. Ce matin, on fait une table ronde, enfin il y aura 2 tables rondes. Une première table ronde avec le représentant d'Agora juste après cette prise de parole. Une deuxième table ronde où des représentants des métiers du chiffre et du droit viendront témoigner de leur perception de la profession, donc en tant que partenaire et puis seulement en tant que client ou donneur d'ordre des études. Un mot ensuite sur les partenariats menés par le syndicat depuis 1 an, notamment un focus sur le partenariat avec ESH. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec une première intervention qui va vous donner des clés de compréhension de ce qu'est une marque, qui vont vous servir ensuite dans les ateliers. Donc je vous invite vraiment à être attentif en fin de matinée sur l'atelier de Mathieu et Caroline, parce que cette première conférence va vous permettre de vraiment ensuite être beaucoup plus à l'aise dans les ateliers, de comprendre où on veut vous emmener. Atelier de cet après-midi, donc on va être en groupe autour de 3 thématiques. Une marque pour ma profession, une marque pour mon réseau professionnel et une marque pour mon étude. 3 ateliers en parallèle, sachant que quand vous vous inscrivez à un atelier, vous êtes inscrit pour le jeudi après-midi pour le vendredi matin. Vous ne changez pas, sinon vous allez perdre complètement le fil et ça va devenir absolument impertinent pour vous. Donc si vous êtes dans le parcours, je réfléchis à la marque pour mon étude, vous restez dans le parcours je suis. Je réfléchis à une marque pour mon étude. Pareil pour la profession, pareil pour le réseau professionnel. Donc, construire une marque, c'est l'objectif des ateliers de cet après-midi. Faire vivre une marque, c'est les ateliers de demain matin. Fin de matinée du vendredi, on vous fait une restitution. L'idée, c'est que ceux qui n'ont pas pu suivre les 2 autres ateliers peuvent avoir les meilleures idées qui sont ressorties des ateliers dans lesquels ils n'étaient pas. Et ensuite, on attaque le vendredi après-midi. Alors, vendredi après-midi, je ne vais pas tout révéler, vous avez le programme, vous pouvez le lire. On commence avec une première conférence sur des notions de design thinking. C'est très bien de construire une image de marque. C'est-à-dire que vous allez définir tout un environnement qui doit vous ressembler, qui doit correspondre à ce que vous voulez être. Mais derrière, dans la manière dont vous allez délivrer et produire des services juridiques pour vos clients, il va falloir être à l'image de votre marque. Et donc là, des notions de design thinking vont permettre de vous aider à créer toute une chaîne de production qui aura l'effet voulu, en tout cas un effet aligné sur les objectifs de votre marque. Ensuite, une conférence plus théorique par Pierre Berrios sur le titre exécutoire et la blockchain. Pierre Berrios, j'aurai l'occasion de le présenter demain, mais qui était un ancien conseiller du garde des Sceaux sous François Hollande, Jean-Jacques Urvoas, je suis désolé si je le prononce mal à chaque fois, et qui est aujourd'hui directeur de l'école de formation des barreaux rattaché à la Cour d'appel de Paris. Voilà, et donc ensuite on aura, juste après la pause café, le résultat des sondages. Vous avez été très nombreux à répondre à ce sondage-là. Ça, je peux le donner dès maintenant, le reste, je le donnerai vendredi. Mais vous êtes plus de 20% de la profession, d'accord, donc de tous les huissiers de justice de France, à avoir répondu au sondage. Honnêtement, quand on l'a lancé avec Patrice, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une telle participation, ce qui est assez génial, puisque finalement, ça donne une vraie crédibilité à ce sondage qu'on a pu faire. Donc les chiffres vous seront révélés. Ensuite, on a une réflexion. Alors l'objectif de ce vendredi après-midi, c'est vraiment de montrer, de donner clé en main à la profession des outils pour avancer, des choses pour avancer, des propositions pour avancer. Voilà, j'en dis pas plus, je ne vais pas spoiler le vendredi après-midi, mais on aura l'occasion d'en reparler. Un dernier mot, puisqu'on est en charge de l'organisation pédagogique de ces 2 journées, de ces universités, on est également en charge de la communication en temps réel
l'événement, notamment sur les réseaux sociaux et par mail. Donc je vous invite, pour qui a Twitter dans la salle, par hasard? Pas encore beaucoup. Vous allez voir, quand vous allez créer des marques, vous allez tous avoir Twitter. Pour ceux qui ont Twitter, le hashtag c'est hashtag UNHJ Marseille, et vous allez retrouver toutes les punchlines un peu fortes de ces 2 jours et toute l'actualité de l'événement en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à retweeter avec ce hashtag-là également. Je vous souhaite 2 très belles journées et j'invite les membres de l'Agora, Roger Bogner, Serge Kaufmann et Benoît Laurent à nous rejoindre.